Eh bien voilà, moi je vais vous parler de l'ATM. L'ATM, je vais vous expliquer ce que c'est un ensemble de règles. Mais l'ATM, ça a vraiment donné son débit au réseau Internet. En plus, c'est né en Bretagne. Parlons-en, nous sommes en Bretagne. L'ATM, c'est donc un ensemble de règles de dialogue entre ordinateurs. Pas entre ordinateurs comme vous et moi en avons sur nos bureaux, mais plutôt entre gros ordinateurs qu'on appelle des commutateurs et qui sont placés dans les réseaux de données des opérateurs. Au début des années 80, il y a eu nécessité de transporter non seulement des données, comme je viens de le dire, mais aussi de la voix et de la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à faire des applications qu'on a appelées multimédia. Une application, un logiciel qui transporte à la fois des données, de la voix et de la vidéo. Tout ça de façon simultanée. Alors vous me direz, est-ce que nous ne savions pas à l'époque faire dialoguer des ordinateurs pour transporter tout ça ? Eh bien non. Il y avait d'autres types de dialogues qui existaient dans les années 80, qu'on a appelé d'un nom savant IP, qui existe encore aujourd'hui, X25, et qui a été normalisé pour les réseaux d'opérateurs. Mais ça ne convenait pas, ça transportait uniquement les données, à cette époque-là du moins. Le CNET de Lannion, donc, tout à fait breton bien évidemment aussi, a été leader dans cette nouvelle définition. C'est Jean-Pierre Coudreuse, un très brillant ingénieur du CNET de Lannion, qui a produit les premiers textes définissant l'ATM et qui a réussi à le faire normaliser à Genève au CCITT. Donc au CCITT, qui est un organisme issu de l'ONU, qui normalise dans le monde entier les standards de télécommunication. Ce CCITT a donc produit des recommandations définissant ce nouveau dialogue, l'ATM, qui ont été mises au point entre 1984 et 1990. Ensuite, ma foi, alors là, on imaginait l'ATM comme le protocole de ce qu'on appelait le large bande, pour transporter les gros débits nécessaires au multimédia. Et les opérateurs pensaient que ce serait réservé en fait à leur réseau. Ce serait réservé à leur réseau, au cœur du réseau. Et puis, ma foi, est arrivé un trouble fait, dirais-je, qui s'est appelé l'ATM Forum. C'est une association créée en Californie qui a pris une amplitude, un développement mondial très vite, qui a des statuts proches d'une association loi 1901. Si elle avait été créée en France, on aurait appelé ça comme ça. Et cette association a très vite pris de l'ampleur, comme je le disais, et a regroupé 700 membres. 700 opérateurs, constructeurs, sociétés de logiciels, qui toutes gravitaient autour de l'ATM. L'ATM Forum était vu comme un opposant, comme une sorte d'opposant à la normalisation officielle. Ce qui était assez intéressant, c'était un organisme privé, différent de ce qu'on voyait d'habitude en normalisation. Alors, il ne s'est pas en réalité opposé à la normalisation officielle, mais il a agi en tant qu'organisme beaucoup plus pragmatique. Et il a normalisé de façon très pratique, facile à mettre en place dans un ordinateur, l'ATM qui au départ était relativement complexe. C'était son côté intéressant. Et puis ensuite, ma foi, cette nouvelle technologie ATM s'est développée dans le monde entier, s'est déployée. En 1984, le CNET de Lannion, toujours lui, a fait le premier commutateur ATM qui s'est appelé Prélude. Et puis 5 ans après, le premier réseau ATM qui s'est appelé Bréa, mis en place en Bretagne encore une fois. C'est vers les années 1994 qu'ont été mis en place en parallèle un réseau européen et des projets européens impulsés par la communauté européenne. Ils se sont appelés RACE. J'ai participé notamment au projet EDID qui permettait à des ingénieurs répartis dans toute l'Europe de construire une maquette de satellite virtuelle. Chacun travaillait dans son pays, dans l'industrie aérospatiale, et a permis de construire cette maquette qui pouvait remplacer la maquette mécanique réelle que l'on construisait avant de passer à cette étape-là. Donc une étape tout à fait économiquement intéressante qui se situait sur un réseau ATM. Eh bien c'est en 1994 également
que j'ai voulu faire parler de l'ATM en Bretagne. Et j'ai lancé l'événement ATM Development, qui est un ensemble de conférences et d'expositions sur l'ATM, sur les toutes premières expériences en ATM, sur l'ATM expérimentale. C'était fort intéressant. Et la première année que nous avons lancé cet événement, nous avions réservé un amphithéâtre à l'École supérieure d'électricité qui faisait 180 places. On m'a dit, mais c'est fou, en province, rien ne marchera, il faut faire ça à Paris. Eh bien, quelques jours avant l'événement, nous avions non pas 180 inscrits, mais 400. Il a fallu faire vite. Et France Télécom nous a sauvés une première fois en construisant dans le week-end une liaison optique entre l'amphithéâtre de l'École supérieure d'électricité et son propre centre de recherche à Rennes, le CCETT. Sauvé, ça marchait le premier jour. Nous avons eu donc la vision de tous les conférenciers dans le deuxième amphithéâtre sur grand écran et les spectateurs pouvaient poser leurs questions à distance également. Tout était impeccable. Mais la deuxième catastrophe, dans la nuit, entre les 2 jours de conférence, voilà qu'il pleut. Et le second jour, le matin, nous avons à nouveau été sauvés, je dois dire par France Télécom, qui a pris un sèche-cheveux et qui a pu sécher cette tête de liaison qui avait pris l'eau pendant la nuit. Et la basse technologie du sèche-cheveux a sauvé la haute technologie de l'ATM. Ça, c'était très amusant. Et puis nous avons eu beaucoup de succès. Et d'autres années, nous avons répété l'événement et nous avons eu jusqu'à 600 participants. Les premiers développements maintenant, là nous parlions d'expérience, de télémédecine, de télétravail, de téléconférence. Ensuite, il y a eu les premiers développements, les premiers grands réseaux. Où ont-ils été développés? Eh bien, en premier au Canada, avec Newbridge, aux États-Unis, avec Stratacom par exemple. Et ensuite, en Europe également, chez Siemens, Alcatel, Thomson, qui ont développé des commutateurs ATM, et au Japon, NEC et Fujitsu s'y sont mis eux aussi. C'était une époque où plus de la moitié des messages de l'Internet avaient été découpés en segments ATM. Donc c'était vraiment, c'est encore en partie aujourd'hui, un moyen d'amplifier le débit disponible sur l'Internet absolument fantastique. Ma foi, aujourd'hui, c'est toujours un marché de plus d'1 milliard d'euros, ATM. Ce n'est pas mort, même si aujourd'hui, ma foi, l'IP haute vitesse se développe lui aussi, et certainement la commutation optique prendra le pas dans les années qui viennent, et d'autres protocoles pourraient être inventés. Bien sûr, l'innovation ne s'arrête jamais, en particulier en Bretagne, j'en suis certaine.